Contrôle des infrastructures publiques, le projet de suivi citoyen volontaire et permanent de l'éclairage, initié par l'Association pour l'œuvre et la prospérité sociale AOPS, est officiellement lancé. L'objectif du dit projet est d'interpeller les autorités et faire un plaidoyer pour l'entretien des investissements publics en général et l'éclairage public en particulier. Première édition du championnat d'Afrique de slam poésie, le lauréat est burkinabé. Il s'agit de Franck Ismaël Iriga, alias La Voix d'Or. Le champion a abordé les difficultés de l'Afrique avant l'indépendance jusqu'à nos jours et la crise humanitaire qui secoue le pays. Deux passages qui ont convaincu le jury et qui lui ont permis de se hisser sur la plus haute marche de cette compétition. Voilà pour le sommaire ce soir. Bonsoir et bienvenue. Mettre fin au déficit d'éclairage public dans la ville de Ouagadougou. C'est l'objectif que s'est fixé l'Association pour l'œuvre et la prospérité sociale AOPS. Et pour ce faire, elle a lancé ce samedi 19 mars 2022 son projet de suivi citoyen volontaire. C'est un projet dont l'objectif est de permettre à long terme d'améliorer le fonctionnement des éclairages publics ainsi que des investissements publics. Serge Kabouré. Le suivi citoyen volontaire et permanent de l'éclairage ainsi que des investissements publics, un projet de l'Association pour l'œuvre et la prospérité sociale AOPS lancé ce 19 mars. C'est une initiative qui, selon l'association, est née à la suite de ses activités sur le contrôle des infrastructures publiques. Nous avons fait des sorties de constatation et d'interpellation de l'ampleur du phénomène sur le terrain et avons estimé que l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi, étant une composante essentielle de la société, nous avons pris l'initiative de nous impliquer de façon patriotique et volontaire quant au suivi sur la problématique de l'éclairage et les autres investissements publics. Le présent projet connaît déjà une avancée avec la signature d'une convention avec la Nationale de l'électricité, toute chose qui permettra d'améliorer le fonctionnement des installations d'éclairage public sur les différentes artères de la commune de Ouagadougou et de 6 communes rurales. Dans sa phase pratique, la mise en œuvre de ce projet se fera ainsi. Notre vision globale est de contribuer à la fluidité, sécurité, de la mobilité urbaine et périurbaine des populations de notre pays, le Burkina Faso. En termes clairs, il s'agira entre autres d'organiser une veille permanente sur les équipements d'éclairage public et des investissements publics, à savoir les routes, les caniveaux, les infrastructures éducatives, scolaires, sanitaires, sportives et bien d'autres. Sensibiliser les populations de la commune de Ouagadougou et celles des 6 communes rurales à l'utilisation rationnelle et sécuritaire de l'électricité. L'objectif global à travers ce projet est d'interpeller les autorités et faire un plaidoyer pour l'entretien des investissements publics en général et l'éclairage public en particulier. C'est pour quand même contribuer au développement du pays, à savoir le rôle de nos gouvernants à livrer des infrastructures de qualité qui puissent quand même faire voir en tout cas que notre pays est dans en tout cas le cadre du développement. Maintenant, s'il faut venir nous fixer des lampadaires à 6 mois, 1 année, ça devient comme une lampe torche. Là, ça devient vraiment, pendant qu'il y a des milliards qui sortent pour pouvoir investir, c'est compliqué. Il est difficile pour nous de comprendre ça. Reconnue officiellement en 2012, l'Association pour l'œuvre et la prospérité sociale AOPS regroupe à ce jour plus de 300 membres composés d'hommes et femmes issus de catégories socio-professionnelles confondues. Elle a existé de manière informelle depuis 2007 et entend aujourd'hui continuer à œuvrer pour le bien-être du Burkina Faso à travers l'éveil et l'interpellation.
Ce 19 mars, Éric Thiemtoré a soutenu son master professionnel. Ainsi, le candidat voit plusieurs années de recherche reconnues par les membres du jury. Un master professionnel en développement local et gestion des collectivités territoriales qui analyse la contribution de la coopération décentralisée entre la région du Centre et la région Bretagne au développement local au Burkina Faso. Le point avec Michael Toukré. Désormais diplômé d'un master professionnel en développement local et gestion des collectivités territoriales, Éric Thiemtoré a su convaincre les membres du jury sur les résultats de ses recherches. Contribution de la coopération décentralisée entre la région du Centre et la région Bretagne au développement local au Burkina Faso. Tel est intitulé son thème de recherche. Dans sa production, Éric Thiemtoré a évalué plusieurs décennies de coopération entre les deux régions. La conclusion à laquelle nous avons abouti est que cette coopération décentralisée est profitable parce que, en tout cas, elle a permis d'organiser les maraîchers-culteurs, leur donner une certaine confiance et disposer des microcrédits. Également, nous avons la construction de sièges de stockage et de conditionnement des produits maraîchers. Il y a également le renforcement de capacités dont a bénéficié l'ensemble des producteurs. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que, en tout cas, il y a un rendement qui a accru. Certains maraîchers ont dit que de 2012 à 2019, en tout cas, le rendement a augmenté de plus de 50%. C'est en 2008 que la région du Centre au Burkina Faso et celle de Bretagne en France ont signé des accords de coopération dans plusieurs domaines de développement local, dont l'agriculture. En France, la région de Bretagne est connue pour son expertise dans le domaine agricole, une expertise partagée avec la région du Centre au Burkina Faso, où l'agriculture, surtout celle maraîchère, occupe 80% de la population. Savoir identifier les acteurs et surtout choisir les secteurs qui peuvent être profitables à un grand nombre de personnes plutôt qu'à favoriser quelques personnes. On a vu dans certaines collectivités où finalement les dotations au titre de la coopération décentralisée sont détournées au profit d'un seul acteur, d'une seule personne. Et là, ce n'est pas du tout intéressant. Et il faut veiller à ce que d'abord les populations prennent une part active au déroulement des activités et qu'au finish, ces populations sentent que, en tout cas, cette coopération, les activités menées ont changé leurs conditions de vie de façon positive. Et pour ce qui est de cette collaboration, région du Centre et région de la région Bretagne, en tout cas, on trouve que ces indicateurs prouvent que, en tout cas, les objectifs sont atteints. La région Bretagne est située dans le Grand Ouest français, avec pour capitale la ville de Nantes et une spécificité dans le domaine de la maraîchiculture. En plus de l'agriculture, la région Bretagne appuie la région du Centre de Burkina Faso dans le domaine de l'eau, de la formation professionnelle et de la préservation de l'environnement. Dans ce journal, on parle de technologie et sexualité avec l'Association nationale d'éducation aux outils numériques. C'est une association burkinabé qui a décidé de faire de cette question son cheval de bataille. Une équipe de Twi TV s'est entretenue avec la dite association sur le phénomène du sexting. Une pratique qui consiste à envoyer des sextos, c'est-à-dire des messages, photos et vidéos à caractère sexuel à une autre personne de façon électronique. On découvre tout ce qu'il y a à savoir sur le sexting avec Sanata Siré dans ce reportage. Le sexting, aussi appelé testopornographie ou encore sextape, est devenu monnaie courante depuis l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux. Ce phénomène répandu dans nos sociétés est l'une des problématiques dont combat l'Association nationale d'éducation aux outils numériques. Une association burkinabé qui s'est donnée pour mission, entre autres, de promouvoir la citoyenneté numérique. Donc c'est quoi la citoyenneté numérique? La citoyenneté numérique est le fait d'utiliser le numérique de façon sûre, éthique, tout en respectant le droit de toutes les personnes présentes en ligne. Nous avons juste remarqué que l'utilisation de l'outil numérique en Afrique se vulgarise, et notamment chez les plus jeunes. On a aussi estimé que les jeunes présents sur Internet n'ont pas suivi de formation ni de sensibilisation. Ils sont délaissés à eux-mêmes et subissent par exemple la cybercriminalité, l'harcèlement et j'en passe. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire la promotion de la citoyenneté numérique. Nous organisons des activités dans les écoles, nous organisons des séances de sensibilisation à travers les établissements. Cette activité est pratiquée de nos jours par la majeure partie des jeunes adultes et adolescents possédant un smartphone.
Ce qui est déplorable selon la présidente de l'association, c'est que ces photos et vidéos à caractère sexuel peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux, détruisant ainsi la réputation de ces personnes. Ça concerne aussi les adultes et la jeunesse regarde aussi. La jeunesse regarde beaucoup les adultes et il y a eu un cas récent dont vous avez tous été témoins sur les réseaux sociaux. L'adulte qui envoyait des photos nues à une autre personne. Le téléphone déjà c'est un outil qui nous permet de communiquer, d'interagir entre nous et c'est pas l'outil adéquat pour envoyer des informations sensibles. C'est de vraiment faire attention parce que tout ce qui est sur le téléphone reste sur le téléphone. Et l'Internet aujourd'hui compte plus de 4 milliards de personnes. Donc c'est comme si c'était un monde. Tout ce que vous envoyez aujourd'hui peut se retrouver peut-être sur Internet et tout le monde peut voir. Notre objectif n'est pas d'interdire ni de les empêcher d'utiliser les outils numériques, mais de les accompagner avec les bonnes pratiques et les bonnes manières. Et la présidente de l'Association nationale d'éducation aux outils numériques, Sheila Ouedraogo, d'interpeller les parents à prendre leurs responsabilités. Pour elle, une chose est d'offrir un smartphone à son enfant, mais une autre est de surveiller le contenu de ce téléphone jusqu'à ce que ce dernier atteigne au moins l'âge de la majorité. Récemment, sur notre page, il y a une dame qui est venue, on avait posté, on avait demandé aux mamans, est-ce que vous connaissez le contenu du téléphone de vos enfants? Parce que certains parents payent des téléphones pour leurs enfants, mais ne font pas attention au contenu du téléphone. Donc souvent le téléphone est codé et même les parents n'ont pas accès. Et une dame un jour nous a contacté, elle dit qu'elle vient de fouiller le téléphone de sa fille, elle voit que sa fille prend des photos sous la douche. Donc c'est vraiment, on est approché, les parents nous demandent de l'aide. Donc c'est de vraiment faire attention, suivre les enfants. C'est facile de nos jours de donner un smartphone à un enfant, mais c'est vraiment suivre l'utilisation de ce que l'enfant fait de ce smartphone. L'Association nationale d'éducation aux outils numériques a été créée en décembre 2020. Son objectif, interpeller la société, les parents et les enseignants sur l'importance d'éduquer et sensibiliser les enfants et les adolescents sur l'utilisation responsable des outils numériques. Elle compte aujourd'hui en son sein une 50aine de membres. Culture et tradition, je vous ramène maintenant à la période précoloniale pour parler d'une pratique ethnique d'identification en Afrique. Il s'agit de la scarification. C'est une incision superficielle faite sur le visage ou toute autre partie du corps. Elle est signe d'appartenance à une ethnie, une famille ou à un certain rang social. Pour certains, elle incarne aussi des valeurs esthétiques dans la société burkinabé. Pour d'autres, elle est même thérapeutique. Autrefois, pratique répandue et adulée, aujourd'hui la scarification perd sa valeur et ceux qui portent les cicatrices font objet de raillerie. C'est le cas par exemple de Amiabri Kulidiati que nous avons rencontré. Mais pour lui, au-delà, ces balafres ont la valeur d'une pièce d'identité. C'est un dossier de Fatima Tanikima. David Nadenga est originaire de la région de l'Est du Burkina Faso, un pays gourmatier. Au-delà d'une marque d'appartenance à cette ethnie, ses scarifications sur son visage sont signes d'appartenance à une famille, les Nadenga. Selon lui, ce sont des marques qui lui permettent de se distinguer d'autres personnes de sa région d'origine. Dans notre famille, tous les traits que vous voyez, vous ne pouvez pas voir les mêmes traits dans une autre famille. Voilà, donc quel qu'en soit là où vous allez me retrouver, quel qu'en soit vous allez retrouver peut-être un frère qui vient de la même famille que moi, vous allez retrouver les mêmes cicatrices, les mêmes scarifications. Amiabri Kulidiati, lui, a été influencé par son entourage. Et dans ce milieu, selon lui, les scarifications sont classées dans 2 volets en fonction du clan et de la famille. Si chez certains, c'est un rite qu'il faut respecter, chez d'autres, c'est juste un effet de mode. Chez nous, par exemple, à l'époque, c'est les yonli et les lompo. Et quels étaient les traits caractéristiques? C'était 3 traits verticaux contrastés sur les 2 joues. Et le plus souvent, lors de cette cérémonie, les enfants sont rasés. Donc vous allez voir que chez certains, le trait a commencé du milieu vers... Le trait rentre dans les cheveux pour descendre jusqu'en bas. Ces scarifications ethniques, encore appelées cicatrices raciales ou balafres, existaient bien avant la colonisation, selon le sociologue Dr Patrice Kouraougou. Au Burkina Faso, plusieurs ethnies les pratiquent, mais chacune à sa manière et selon sa culture.
ce sont des expressions d'identité. Donc à travers ces pratiques, on a voulu dire que nous sommes un peuple bien identifié et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Donc on peut dire que c'était peut-être des expressions anticolonialistes, mais comme j'ai dit, ça dépendra du peuplement, ça dépendra de la communauté. Ces cicatrices, il en existe plusieurs selon le rang et la classe sociale au pays des hommes intègres. Et chez les Moussi, on compte plusieurs types. Et chez les Moussi, on retient 4 types. Il y a ce qu'on appelle le marandé, qui avait pour objectif de parler de l'esthétique, de la beauté, de l'élégance. Et ensuite, il y a ce qu'on appelait aussi les wifus, les nakomsé, c'est-à-dire les princes. Et c'est selon la disposition de ces traits qu'on faisait les différences. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le lemdé, c'est-à-dire ce sont les scarifications sur le menton. Et il y a les longos, donc les lemdé plutôt, c'est-à-dire des scarifications alternées, des traits horizontaux et des traits verticaux. Fierté et identité culturelle, oui, mais également source de raillerie et de discrimination pour certaines personnes qui portent ces scarifications ethniques. Il y a des gens qui nous taquinent, les balafrés là, villageois là, bon, ça dépend. Ils prennent ça pour un sens négatif, mais pour moi c'est une fierté, puis c'est mon identité. Et je ne pense pas que j'aurais honte d'être Goumantier, non. C'est ma première pièce d'identité et celle qui ne va pas s'effacer. Cette carte d'identité que Amiabri Kouldiati porte fièrement aujourd'hui a tendance à disparaître selon le docteur Patrice Kouraougo, et cela pour plusieurs raisons. Et cela est dû au phénomène de mode. Et non seulement il y a effectivement le phénomène de mode, mais il y a le fait aussi que les religions révélées, tout cela a contribué à phagocyter l'ensemble des pratiques. Donc, on ne peut pas dire que les scarifications n'ont pas subi aussi cet effet. Or, on les pratique de moins en moins parce que certainement, on n'est pas imprégné ou on ne veut pas se faire remarquer par ces traits. Et pour ne plus se faire remarquer par ces traits, certaines personnes ont recours à la chirurgie esthétique pour s'en débarrasser. C'est bien dommage, selon notre sociologue. Un acte qui, selon lui, met à mal la culture africaine en général et burkinabé en particulier. C'est-à-dire au-delà de la douleur, au-delà de la blessure, au-delà de l'incision physique, on évitait la déchirure morale, c'est-à-dire se retrouver dans une peau qui n'est pas la nôtre. Et si on a honte maintenant de cette peau que nos parents ont contribué à bâtir, la peau qui exprime l'ensemble des valeurs, c'est que nous sommes en train de nous perdre. Les scarifications ethniques, identités et valeurs culturelles dans presque toutes les ethnies du Burkina Faso sont perçues comme des œuvres d'art comportant des significations et valeurs esthétiques. Des valeurs qui aujourd'hui disparaissent au profit du tatouage, qui est un art primitif devenu populaire. Je le disais en titre, premier tournoi interpays francophone d'Afrique. La finale de la première édition du championnat d'Afrique de slam poésie pour les nations francophones a eu lieu dans la soirée du 18 mars 2022. Le candidat du Burkina Faso, Franck Ismaël Iriga, a remporté ce trophée avec une moyenne de 8,9 sur 10, suivi du candidat de la RDC. 5 pays d'Afrique ont été représentés à cette compétition. Mamitriana Kamabou, images et commentaires. Sauve-toi Afrique, sinon on va ce pauvre Afrique. Il est le champion d'Afrique francophone de slam poésie. Avec une moyenne de 8,9 sur 10, Franck Ismaël Iriga alias La Voix d'Or a remporté la première édition du championnat d'Afrique de slam poésie. À son premier passage de prestation, ce champion a évoqué les mots qui minent l'Afrique avant les indépendances jusqu'à nos jours. Au second passage, La Voix d'Or a touché les cœurs des jurés sur la question humanitaire, des thèmes qui ont conquis les membres du jury. En plus d'un trophée, il repart avec une médaille en or. D'abord, c'est un sentiment grand de fierté et d'honneur d'avoir remporté ce trophée au nom du Burkina Faso surtout. Et je sais comment ce peuple a besoin aujourd'hui de réconfort et de solutions. Et j'espère vraiment que ce trophée va penser quelque peu certains cœurs. Et vraiment merci à l'organisation, merci à tous ces pays qui sont là. Et c'est un privilège et un vaillant honneur au nom de ce peuple.
Corneille Tchabala, lui remporte la deuxième place lors de cette compétition. Avec une moyenne de 8 sur 10, ce candidat venu de la RDC a presté sur la vie. Je suis très honoré d'avoir aussi représenté mon pays et je pense que j'ai le présenté de la plus belle des manières parce que tout le monde a aimé et puisqu'il fallait qu'il y ait qu'un seul champion. Et moi, être le deuxième, c'est un grand honneur et aussi un grand honneur pour mon pays. Et donc, je suis très content et très fier. Le roi Bokon, candidat du Togo, prend la 3e place. Dans son texte, il a évoqué un sujet sensible qu'est l'excision. Inspiré des faits réels, roi Bokon a parlé des conséquences que subissent les victimes de cette pratique. Ce que je me dis qu'au-delà donc des sensibilisations qui se font depuis des décennies, il faudrait quand même cogner les consciences et pouvoir parler, toucher du doigt en réalité des conséquences de ce fléau. L'objectif de ce championnat, selon les organisateurs, est de renforcer les capacités de ces acteurs culturels. C'est aussi offrir un cadre de partage et une tribune d'expression aux artistes. Le représentant de la Confédération panafricaine de slam poésie se dit satisfait du bilan de cette première édition. Vu l'ensemble de la mobilisation déjà des Burkinabés à accueillir les pays invités et au-delà de ça aussi la qualité de spectacle que ces slameurs ont donné. Voilà, donc au nom de la COPASPO, je peux dire que nous sommes ravis. Pour rappel, le championnat d'Afrique de slam poésie pour les nations francophones est né de la rencontre en Suisse de 4 jeunes slameurs poètes venus d'Afrique. Les candidats de ces 5 pays ont rivalisé sur l'art de la parole. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 2e édition. On déballe des milliards sans aucune oppression, mais on se sert de maigre. Cinéma ce soir, on s'intéresse au film Tourouni, les tresses. C'est un film documentaire qui fait l'apologie et la promotion des cheveux naturels et surtout des dreadlocks. Il a été projeté pour la première fois au Burkina Faso le 18 mars 2022, précisément à Ouagadougou, et ce au profit des cinéphiles et des adeptes de cheveux naturels. On découvre ce film de 66 minutes de Sungalo Nimi avec Fatima Tenkima. Tourouni, qui signifie tresse en langue bambara, est un film documentaire de 66 minutes qui traite de la problématique de la conservation des cheveux naturels en Afrique. Pour poser le débat, le réalisateur a fait le tour de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest à la rencontre d'hommes et de femmes porteurs de cheveux naturels. Une tournée qui lui a permis de recueillir des informations relatives aux cheveux dans les sociétés africaines, ainsi que des témoignages et des anecdotes. C'est la fierté d'être africain et c'est la fierté d'appartenir même à l'Afrique et de rester dans ses origines. C'est un peu ça le contexte de ce film et de pouvoir se débarrasser de toutes ces choses qui viennent de l'Occident. Consommons ce que nous produisons et restons toujours naturels. C'est une œuvre cinématographique qui a vu la participation de plusieurs artistes adeptes de dreadlocks. Une tribune pour raconter leur vécu et les incompréhensions liées à leur coiffure. Selon eux, il est temps que les Africains apprennent à accepter leur chevelure naturelle et cessent de privilégier les mèches qui viennent de l'Occident. Vous avez vu tout au long du film beaucoup de philosophies développées, mais le premier élément pour un Rasta, pour un Africain, pour un dreadlocks, pour quelqu'un qui porte les cheveux, c'est d'abord être africain. Comme l'a dit Thomas Sankara, la seule façon pour nous de vivre libre et de vivre digne, c'est de vivre africain. Et de vivre africain implique aussi à ce que nous acceptions simplement en tant qu'Africains ces cheveux dont on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour qu'ils poussent, parce que ça fait partie des terminaisons de notre physiologie. Ce qui veut dire que même si on veut parler du point de vue scientifique, ça un apport pour notre équilibre mental et physique. Sorti il y a une année, c'est la première fois que ce film est projeté au Burkina Faso. Selon son réalisateur, Tourouni les tresses a fait le tour de plusieurs festivals et remporté plusieurs prix. Et pour terminer ce soir, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Abdoulaye Boudrabo, a rencontré vendredi dernier le président de la Fédération burkinabé de football et tous les membres du comité exécutif. Cette rencontre vise à mettre fin à la crise qui sévit la Fédération de football depuis quelque temps. Et le ministre a appelé les protagonistes à une sortie de crise le plus tôt possible. Yassine Sawadko. C'est une rencontre voulue par le premier responsable du département des sports, de la jeunesse et de l'emploi.
Un rendez-vous qui aura duré qu'une dizaine de minutes, mais dont le message, sauf si nous nous trompons, a été bien reçu. Abdoulou Aboudrabo, dans ce message, appelle la Fédération burkinabé de football à tout faire pour amener l'entente dans la maison afin que l'intérêt supérieur du football soit préservé. Cette crise que nous traversons tous depuis le retour de la CAN Cameroun 2021 et dont nous ignorons les causes profondes doit connaître son épilogue. C'est pourquoi je voudrais rappeler à tous les protagonistes que le monde entier, l'Afrique et le peuple burkinabé nous regardent. Ils nous regardent lassés de la désunion autour de ce qui devrait constituer l'essentiel du combat de la fédération, c'est-à-dire l'éclosion d'un football burkinabé compétitif qui s'affirme sur la scène africaine et internationale et qui force l'admiration et le respect des autres peuples. Et c'est un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous demandons l'appui du ministre donc pour continuer, n'est-ce pas, à apaiser et à s'agir les uns les autres. C'est notre tutelle et nous le remercions vraiment pour cet intérêt qu'il a pour notre football. Donc nous voulons rassurer monsieur le ministre que nous sommes, si vous voulez, dans cette disposition-là pour aller à la cohésion, au rassemblement et à la paix. Je pense que si nous y arrivons, les gens se sentiront responsables au niveau de ce comité exécutif et cette crise-là, je pense, pourrait être derrière nous. S'il n'y a pas d'autres ambitions ou d'autres idées derrière. Je pourrais dire que nous sommes très satisfaits donc, de la démarche de monsieur le ministre, à savoir donc réunir les membres du comité exécutif, réunir donc le monde du football burkinabé et d'essayer de leur donner donc des directives, de leur demander d'aller, de se réconcilier pour que le football burkinabé triomphe. Nous sommes très contents. Même si la date n'est pas déterminée, le président de la Fédération burkinabé de football annonce la tenue d'une assemblée générale afin d'en finir avec cette crise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci d'avoir honoré toutes ces éditions d'informations du soir de la semaine. Merci à toute l'équipe de réalisation qui a travaillé à rendre possible ces éditions. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et prenez surtout soin de vous et aussi des autres. Bonsoir.